Bienvenue à toutes et à tous, chers étudiants. Alors, certains parmi vous m'ont demandé de poster, c'est-à-dire un exemple d'examen passé pendant les années dernières concernant la matière marketing de base. Et par la suite, bon, j'avais répondu à la demande de ces étudiants-là et par la suite, ils m'ont demandé de poster la correction encore sur le site web de la faculté. Personnellement, j'avais pas voulu poster la correction sur le champ et je vous ai laissé le temps pour pouvoir répondre, faire un effort par rapport bien sûr à cet examen parce que ça sert à rien de poster un exercice ou un exemple d'examen et poster directement la correction sans pouvoir laisser le temps à l'étudiant d'essayer quand même de résoudre le test en question. Alors maintenant, on va essayer de faire la correction ensemble. Bon, j'ai pas voulu, parce que j'ai reçu plusieurs emails en me demandant de poster la correction. J'ai pas voulu seulement de vous donner les réponses comme ça, mais j'ai insisté sur le fait qu'il faudrait expliquer et donner des explications par rapport aux questions, mais aussi aux réponses. Et pourquoi on a répondu A et on n'a pas répondu B ou C ou D, et ainsi de suite. Alors, l'exemplaire que vous avez devant vous ici, c'est un examen que j'ai donné aux étudiants de l'année universitaire 2018-2019, dans lequel il y avait à peu près 25 questions, avec des questions à choix multiples, QCM, 22 questions précisément, et par la suite, il y avait un mini-cas, un cas qui était spécifique par rapport à une certaine situation, et auquel l'étudiant devrait analyser et donner des réponses aux questions qui en découlent. Très bien. Alors, vous avez des questions avec des choix multiples, 4 choix, A, B, C, D, ce sont les choix qui figurent sur c'est-à-dire la copie de l'examen. Et vous avez un autre choix qui n'existe pas sur la copie, mais qui existe sur, ou bien qui existait sur la grille, c'est le choix E. Alors la colonne E, c'était la colonne qu'il faudrait cocher, le case qu'il faudrait cocher, lorsque toutes les réponses étaient fausses. Ça veut dire que si l'étudiant trouve qu'aucune réponse parmi les choix A, B, C, D qui ont été donnés ou suggérés n'était pas correcte, il fallait cocher E. Alors là, vous n'allez pas E, vous n'allez pas trouver le E sur la copie de l'examen, mais vous allez le trouver, d'accord, normalement, les étudiants qui ont passé l'examen allaient le trouver sur la grille. Alors, si aucune réponse n'est correcte, cochez E sur la grille des réponses. Alors là, il n'y avait pas le choix E, mais j'ai laissé c'est-à-dire ce choix figurer uniquement sur la grille de réponse. Très bien. Alors ça, c'est un côté. N'oubliez pas que toujours pour cette année-là, vu les circonstances de la pandémie de Covid-19, l'examen aura lieu en 1 heure, comme c'était le cas pour le semestre dernier, l'année dernière. Donc 1 heure seulement au lieu de 1h30, et vous aurez 20 questions au lieu de 25 questions. 20 questions au lieu de 25 questions. Très bien. Alors commençons par le commencement. Première question. Le marketing a vu le jour en 1929 aux États-Unis, en 1945 en Europe, au 19e siècle pendant la révolution industrielle et en 1950 au Japon. Avant de répondre à la question, il faut revenir au cours. Alors qu'est-ce que nous avons dit pendant c'est pas le premier chapitre, mais avant, c'était l'introduction. Nous avons dit que le marketing est apparu aux États-Unis. Première des choses. Hein, si vous révisez, c'était aux États-Unis. Alors maintenant, quand? Alors, est-ce que c'était avant, après la révolution, la crise économique de 1929? Non. En fait, l'apparition était après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire au-delà de 1945. Alors, les choix les choix de réponse qui figurent sur la copie, en fait, aucune réponse n'est correcte. Pourquoi? Parce que c'était pas en 1929, c'était aux États-Unis, oui, mais c'était pas en 1929. C'était pas en Europe, c'était aux États-Unis. C'était pas au 19e siècle, parce qu'à l'époque, c'était encore la loi de Jean-Baptiste Say, chaque offre crée sa propre demande, à l'époque là où il y avait la révolution industrielle.
Et c'était pas le Japon, non plus. Alors, normalement, c'était les années 50 aux États-Unis. Alors, cette réponse ne figure pas parmi les réponses que j'ai données. Donc, il faudrait cocher E. Aucune réponse n'est correcte. La réponse qui est correcte, c'était dans les années 50 aux États-Unis. C'est la réponse correcte. Alors, qui ne figure pas parmi les choix, donc l'étudiant devrait cocher E. La réponse E. Aucune réponse n'est correcte. Voici la réponse à la première question. La deuxième question, le marketing relationnel est. Alors, qu'est-ce que le marketing relationnel? Le marketing relationnel, c'est le contraire du marketing transactionnel. Il y avait le marketing transactionnel qui se basait sur la transaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne, vendeur, maintenait tout simplement une relation transactionnelle avec les clients en lui vendant le produit. Voilà, en encaissant l'argent et on s'en fiche carrément. Est-ce que le client va revenir encore racheter chez nous ou bien il va partir chez le concurrent? On s'en occupait pas de ces choses-là et on se fichait carrément. Pourquoi? Parce que l'environnement du marché n'était pas encore à l'époque concurrentiel. Donc, il n'y avait pas trop de concurrents. C'était le marketing transactionnel, basé sur la transaction d'achat. Je vous donne le produit, vous me donnez de l'argent et ça s'arrête là. Est-ce que vous êtes satisfait, vous n'êtes pas satisfait? Est-ce que vous allez revenir toujours acheter chez moi? Ou bien est-ce que vous allez partir chez le concurrent? Est-ce que je fais un effort pour vous empêcher de partir chez le concurrent et pour que j'essaye de vous satisfaire pour maintenir la relation avec vous en tant que mon client? Non, il n'y avait pas ce genre de choses. C'était le marketing transactionnel. Par la suite, on a dépassé ce marketing transactionnel vers le marketing relationnel. Il se passe sur la relation. Donc le marketing relationnel, en fait, c'est quoi? C'est le fait de maintenir une relation de longue durée entre le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire chaque vendeur, il essaie de maintenir ses clients en essayant d'instaurer une relation de longue durée. Ça veut dire que les clients doivent être satisfaits de telle sorte à ce qu'ils achètent toujours chez moi en tant que vendeur, que je sois toujours leur fournisseur préféré. Alors, le marketing relationnel est, vous avez est apparu après le marketing transactionnel. Alors, cette réponse est correcte parce qu'il est venu après le marketing transactionnel. Est apparu avant le marketing transactionnel. Non, c'est faux. Se base sur une relation courte entre le client et le vendeur. Non, c'est faux. Et il se base sur une relation longue entre le vendeur et l'acheteur. C'est correct. Donc, les réponses correctes sont la réponse A et la réponse D pour la deuxième question. Troisième question, le marketing a évolué grâce à la technologie, le service, la concurrence, au produit. Alors, comment est-ce que le marketing il a évolué dans l'histoire? Alors, dans l'histoire, il a évolué grâce à la concurrence. Pardon. Parce que là où là où on a commencé à avoir des marchés concurrentiels, c'est là où les gens ont commencé à faire un effort pour pouvoir vendre. On a inventé des techniques et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la loi de Jean-Baptiste Say, qui disait que chaque offre crée sa propre demande, n'était plus valable. Donc il fallait faire un effort supplémentaire pour pouvoir convaincre les clients d'acheter vos produits. Vous ne pouvez pas vous permettre de produire et d'attendre à ce que le client achète ce que vous lui offrez. Non, il fallait écouter les clients, voir quels sont ses besoins et essayer de lui fournir ce dont il a besoin. D'accord? Donc ici, le marketing, il a évolué grâce à la concurrence. Actuellement, elle est en train d'évoluer grâce à la technologie. Actuellement, elle est en train d'évoluer grâce à la technologie. Mais là, la réponse, vous allez vous c'est-à-dire vous contenter uniquement de la réponse C. Pourquoi? Parce que j'ai pas, c'est-à-dire j'étais en train de parler d'histoire. J'étais pas en train de parler de maintenant. Si vous voulez répondre pour maintenant, vous allez mettre à la concurrence et à la technologie. Vous allez rajouter la technologie parce qu'actuellement on parle du digital, marketing digital et ainsi de suite. C'est quoi? C'est de la technologie en fait. On a introduit toutes les techniques vers la technologie. D'accord? On les a switchés vers la technologie. Maintenant, elle est en train d'évoluer grâce à la technologie. Alors l'année dernière, 2018, il y a certains étudiants qui ont coché la technologie et les produits, et la concurrence. Moi, j'avais dit ok, d'accord, c'est correct. J'avais comptabilisé les deux réponses et il y a certains étudiants qui ont coché uniquement la concurrence. J'ai les considéré aussi comme étant corrects.
Alors, soit que vous mettez C ou que vous mettez A et C, c'est bon. Mais en se référant à ce que je vous ai donné dans le cours, parce que je parlais du passé, la réponse c'est C, la concurrence. C'est elle qui a permis au marketing d'évoluer, d'accord, après sa naissance. Le marketing est un art, une expérience, des méthodes et des techniques. Alors le marketing, c'est quoi en fait? Tout d'abord, ce n'est pas ce n'est pas une expérience, ça c'est sûr. Ce ne sont pas des méthodes, mais ce sont plutôt des techniques. C'est des techniques pour pouvoir vendre. Donc c'est des techniques, mais aussi c'est un art. C'est un art parce qu'en fait on essaye d'être innovant par rapport à ce qu'on va créer pour pouvoir convaincre le client d'acheter nos produits. Donc la réponse en fait c'est A et D. D'accord? A et D. Art et technique. Cinquième question, le marketing a pour rôle de satisfaire les clients, maximiser le chiffre d'affaires, écouler les marchandises, créer de la valeur pour le client. Si vous revenez au cours, la principale fonction du marketing, c'est de créer la valeur pour le client. Il faut lui créer de la valeur. Ça veut dire écouter ses besoins, lui créer quelque chose qui répond à ses besoins et essayer bien sûr de lui transmettre une certaine valeur. Hein, créer de la valeur pour le client et non pas maximiser le chiffre d'affaires parce que là vous êtes dans une optique vente. Si vous dites maximiser le chiffre d'affaires ou bien écouler la marchandise, la vente ce n'est pas le marketing. Attention, la vente c'est autre chose, c'est le transactionnel. Le marketing c'est la transaction plus la relation. Donc la réponse est D. Sixième question, le marché en marketing est. Alors, des produits et des services, un groupe d'acheteurs et de vendeurs a une confrontation entre l'offre et la demande, un ensemble de concurrents. Je vous ai expliqué pendant les séances de cours qu'on voit que lorsqu'on dit marché dans le marketing, on parle des acheteurs ou bien des consommateurs en général sur un marché. On dit par exemple le marché chinois, le marché marocain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ensemble d'acheteurs susceptibles d'acheter mes produits et mes services et de les consommer. Lorsqu'on dit que le marché chinois c'est un marché promoteur, c'est un grand marché, pourquoi? Parce qu'il y a 1,5 milliard de consommateurs. Tout ce que vous allez leur vendre, s'ils disposent d'un pouvoir d'achat et ils sont susceptibles d'acheter vos produits, ça va vous faire gagner énormément d'argent. Et là, je pense, ce que je sais pas, je me rappelle très très bien, je ne sais pas, est-ce que je vous ai donné l'exemple de Coca-Cola lorsqu'il s'est introduit sur le marché chinois dans les années 90, la fin, je pense, des années 90. Alors Coca-Cola n'était pas présente en Chine, sur le marché chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Chine était communiste et elle était c'est-à-dire il était contre tout ce qui venait des pays comme les États-Unis et l'Occident et ainsi de suite. Donc, une fois que le Coca-Cola il a été autorisé d'être vendu sur le marché chinois vers la fin des années 90, le directeur général de Coca-Cola il a fait une grande déclaration triomphale qu'on croit que Coca-Cola en fait va garantir ce qu'on appelle une croissance dans le long terme, dans le très 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 long terme. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous faites un calcul, il y a 1,5 milliard de consommateurs. Donc à l'époque, disons 1 milliard de consommateurs. Si posons que cette moitié de ce milliard, c'est-à-dire les 500 millions, consomment Coca-Cola. Supposons qu'une bouteille de Coca coûte 1 dollar. Donc ça va faire, alors chaque citoyen, supposons, pour vous montrer l'ampleur du marché. Chaque Chinois, dans ces 500 millions qui sont susceptibles de consommer la Coca-Cola, vont consommer une bouteille de Coca par mois. Donc ça va faire un chiffre d'affaires mensuel de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Alors si vous multipliez 500 millions de dollars par 10, d'accord, cela vous donnerait 5000, c'est-à-dire millions de dollars. Ça veut dire 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Alors c'est énorme en termes c'est-à-dire de masse c'est-à-dire de potentiel de marché, d'accord? Alors le marché marketing, au marketing, c'est un ensemble d'acheteurs, un ensemble d'acheteurs. Alors ce n'est pas des produits et des services, c'est pas un groupe d'acheteurs et de vendeurs, non, c'est pas ça. C'est pas une confrontation entre l'offre et la demande, ce n'est pas un ensemble de concurrents. Donc la réponse est E. Aucune réponse n'est correcte. La réponse à cette question, c'est un groupe d'acheteurs. Point. Un groupe d'acheteurs ou bien un groupe de consommateurs. Point. C'est la réponse à la question 6.
La question numéro 7, les concurrents directs sont ceux. Alors, il y a les concurrents directs et les concurrents indirects. Les concurrents directs sont les concurrents qui offrent les mêmes produits, ou bien des produits qui se ressemblent, qui répondent aux mêmes besoins. Vous avez les concurrents directs, sont ceux qui offrent des produits de substitution. Ben non, c'est pas les produits, c'est pas les concurrents directs. Offrent des produits similaires. Oui, c'est juste la réponse P. Offre des produits complémentaires. Non. Offre des produits d'appel. Non. Donc la réponse à cette question, c'est la réponse B. Un groupe d'acheteurs, pardon, offre des produits similaires. Hein. Des entreprises qui offrent des voitures. Alors, entreprises clients directs de Renault, c'est Volkswagen. Le concurrent direct de Renault, c'est Volkswagen. Le concurrent direct de Mercedes, c'est la BMW. Vous voyez, c'est des produits, c'est les mêmes. Alors, par contre, les concurrents indirects, question 8, sont ceux qui offrent des produits de substitution. Oui, des produits de substitution. Un produit de substitution, une entreprise qui offre un produit de substitution avec une autre entreprise qui offre un autre produit et qui peut être substitué par l'autre, on dit que ce sont des concurrents indirects. Par exemple, bon, une entreprise qui offre c'est-à-dire qui fabrique ou bien qui commercialise du thé avec une autre entreprise qui commercialise du café. Les deux sont des excitants, donc ce sont deux concurrents qui sont dits indirects. Ce sont des concurrents indirects, d'accord? Indirects. Donc concurrent direct, concurrent indirect. Concurrent direct, c'est le concurrent, c'est les entreprises qui offrent les mêmes produits. Les concurrents indirects, ce sont des entreprises qui offrent des produits qui se substituent. D'accord? Qui se substituent entre eux. Donc c'est la réponse numéro, ou bien plutôt A. La réponse A. Question numéro 9. La segmentation. Alors c'est quoi la segmentation? La segmentation, c'est le fait de diviser un marché en plusieurs segments de clients. Segments, c'est-à-dire des morceaux, des segments de clients, d'accord, homogènes. De suite, il y a des critères de segmentation. Alors, la segmentation consiste à diviser le marché en plusieurs types de produits. D'ailleurs, j'avais une étudiante, je me rappelle très bien, qui m'avait envoyé un email me posant cette question-là. Est-ce que la segmentation, c'est le fait de diviser par rapport aux produits, ou diviser le marché par rapport aux acheteurs, ou bien par rapport aux vendeurs, ou bien, etc. Et là, j'ouvre une parenthèse pour saluer tous les étudiants et toutes les étudiantes qui m'ont envoyé des emails en me posant des questions par rapport au cours. Moi, je les salue hein, dans cette vidéo-là et je les remercie pour leurs questions pertinentes et pour leur intérêt, l'intérêt qu'ils ont porté à ce cours-là et je leur souhaite bonne chance dans l'examen final. Et si bien sûr, chacun d'entre vous, tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai déjà posté mon email sur la plateforme pour si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors la segmentation consiste à diviser le marché en plusieurs types de produits. Non, la segmentation n'a rien à voir avec les produits, pour qu'on soit clair. Diviser le marché en plusieurs types de services. Non, ça n'a rien à voir avec les services. Diviser le marché en plusieurs groupes de vendeurs. Non, on ne s'intéresse pas aux vendeurs. Diviser le marché en plusieurs types d'entreprises. Non aussi, on ne s'intéresse pas aux types d'entreprises. Alors on s'intéresse à quoi? On s'intéresse plutôt au groupe d'acheteurs ou bien de consommateurs sur le marché. Donc on prend le marché, on le divise en plusieurs groupes d'acheteurs. Alors la réponse ici, c'est la réponse E. Aucune réponse n'est correcte. Dixième question, les phases de la segmentation par ordre sont. Alors pour faire la segmentation, vous pouvez revenir au cours, vous avez trois phases. On passe d'abord par la phase enquête. En enquête, on fait une enquête et une étude de marché pour voir quels sont les besoins des clients sur le marché. Par la suite, on analyse ces informations et par la suite, on commence à identifier les segments potentiellement importants. Alors, les phases de la segmentation par ordre sont identification, analyse, enquête, non, c'est pas un bon ordre. Analyse, enquête, identification, non. Enquête, identification, analyse, non. Enquête, analyse, identification. Bon, c'est la réponse D. La réponse D. 11e question. La réussite du modèle qui applique un taux. L'exemple que vous avez sur les diapositives concernant la segmentation. Est due à. Alors, cette réussite, elle est due à quoi?
comme je l'avais expliqué sur les diapositives, est-ce qu'il y a une bonne politique de prix, à une bonne segmentation, à un bon ciblage ou un bon positionnement? Alors, la réussite de ce modèle elle est due à une bonne segmentation de marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont su comment cibler la catégorie des personnes qui seront intéressées par ce produit, parce ils avaient un besoin qui n'était pas satisfait sur le marché. Le fait d'avoir une petite voiture qui ne consomme pas beaucoup, facile à garer et très maniable, avec un prix qui était modéré, c'est-à-dire qui était très à la portée d'une certaine catégorie de clients. Donc la réussite du modèle de Kia Picanton est due à un bon positionnement. La réponse D. 12e question. Le positionnement consiste à. Alors, qu'est-ce qu'on positionne? Est-ce qu'on positionne l'entreprise? Non. Est-ce qu'on positionne le produit? Oui. On positionne le produit. On le positionne où? Sur le marché? Non. Auprès de la concurrence? Non. À l'intérieur de l'entreprise? Non. On le positionne ici, dans la tête ou bien dans l'esprit des consommateurs. Alors, chaque produit, il est positionné ici. C'est un positionnement, il est positionnement. Le positionnement, lorsque je vous dis par exemple smartphone, si vous dites Samsung, ça veut dire que Samsung il s'est positionné dans votre tête comme étant un vendeur ou bien un créateur et un fabricant de smartphones. Si je vous dis par exemple un très bon ordinateur PC portable, si vous dites MacBook Pro ou MacBook ou le Mac, ça veut dire que l'entreprise Apple s'est positionnée dans votre tête comme étant une bonne, c'est-à-dire ayant des produits ou bien offrant des produits d'ordinateurs portables de très bonne qualité. C'est ce qu'on appelle le positionnement. Si vous dites hamburger, je vous dis hamburger, vous dites McDo ou bien vous dites n'importe quel autre restaurant, ça veut dire que ce restaurant s'est positionné dans votre tête comme étant c'est quelqu'un qui offre vraiment ce produit. Alors, pardon, le positionnement consiste à positionner le produit sur le marché? Non, c'est pas la bonne réponse. Positionner l'entreprise sur le marché? Non, c'est pas la bonne réponse non plus. Positionner le produit sur le marché? Non. Positionner le produit dans l'esprit des clients? Oui. Donc c'est la réponse numéro ou bien D. 13e question. Pour un produit de luxe, l'entreprise doit choisir un positionnement. Alors comment peut-on positionner un produit de luxe? Par quelle possibilité? Est-ce que c'est un positionnement d'imitation, ça veut dire on va imiter les autres produits, ou bien de différenciation, le montrer comme étant différent des autres, ou bien d'innovation, ou bien de diversification. Alors on ne peut pas imiter, parce que l'imitation, il consiste à, c'est-à-dire bien, il est fait pour des produits qui sont banals, en quelque sorte, pas chers, de consommation, de grande consommation, produits de grande consommation. De différenciation, ça veut dire que notre produit n'est pas celui des autres concurrents. Ben oui, c'est toujours Mercedes, c'est un produit de luxe. Attention, Mercedes, c'est pas la portée de n'importe qui. Une Mercedes classe CLK ou quelque chose comme ça, bien. C'est ici au Maroc, ça c'est plus de 400 000 dirhams, la voiture. Plus de, ça commence vers 400 000 et plus. D'accord? C'est 400 000, 600 000, 500 000, 600 000 et ainsi de suite. Donc, ils essaient toujours de se différencier par rapport à BMW, par rapport à Audi, par rapport à d'autres concurrents, pour vous dire qu'on croit que que notre positionnement, c'est-à-dire notre produit, il est différent, la différenciation, différent des autres produits similaires dans la même catégorie. Donc, on peut choisir un positionnement de différenciation. D'innovation, oui. Par exemple, Tesla, hein, c'est un produit aussi de luxe, les voitures Tesla, hein, sont des voitures chères. Tesla essaie d'innover, de switcher vers l'électrique et de vous montrer pourquoi que c'est-à-dire la voiture, elle est innovante, technologiquement innovante. Donc on peut choisir la différenciation et l'innovation. Alors est-ce qu'on peut choisir la diversification? Non, pour ce cas-là, non. Je ne vois pas vraiment parce que en fait, les produits de luxe, ce sont des produits de spécialité, on se spécialise dans le luxe, on ne va pas diversifier. Donc la réponse B et C. 14e question, la longueur d'une gamme de produits. Alors, une gamme de produits, nous avons vu dans le cours la gamme Amoura, là où il y avait sauce ketchup, mayonnaise, moutarde et cornichons. Je vous ai parlé des lignes, je parlais de la longueur, la profondeur et c'est-à-dire la longueur, la profondeur, voilà, de la gamme de produits.
D'accord? Alors la longueur d'une gamme est, de produits est. Alors le nombre de lignes de la gamme, est-ce que c'est le nombre des produits de la gamme, le nombre des produits de la ligne, ou le nombre des gammes de la marque? Alors, le nombre de lignes de la gamme, oui, c'est la longueur. C'est la longueur, d'accord? Le nombre de lignes, c'est la longueur. Le nombre des produits de la gamme, non. D'accord? C'est pas la longueur. Le nombre des produits, le nombre des produits de la ligne. Ça, c'est la profondeur. D'accord? Le nombre des gammes de la ligne, non. Ça, c'est la largeur. D'accord? La largeur. Alors, le nombre des lignes de, de la gamme, c'est la longueur. D'accord? C'est la longueur. La réponse numéro A. Alors, 15e question, la phase croissance du cycle de vie. Alors là, on parle du cycle de vie du produit. Vous avez lancement, croissance, maturité, déclin. La phase de croissance du cycle de vie d'un produit est caractérisée par le coût de production élevé. Non, parce que le coût de production élevé, il caractérise la phase lancement. Une forte concurrence. Non, parce que la forte concurrence caractérise la phase maturité croissante. Un volume de vente élevé. Oui, il y a le volume de vente qui s'accélère. Et un prix de vente moins élevé, oui, parce qu'on commence à faire des économies d'échelle, donc le prix commence à baisser. Donc la réponse C est D. 16e question, le fer est un produit périssable, durable, de consommation finale industrielle. Les produits, comme nous l'avons vu au cours, peuvent être classés selon le marché auquel ils sont destinés et selon leur durée de vie. Vous avez les produits périssables, et les produits industriels et les produits de consommation finale. Et dans les produits de consommation finale, vous avez les produits périssables, durables et industriels. Trois sous-catégories. Alors le fer, est-ce que c'est un produit périssable? Non, c'est pas un produit périssable, c'est pas des tomates. Il faut dire que c'est un produit ou un yaourt. C'est pas un produit périssable. Est-ce que c'est un produit durable? Non, c'est pas un produit durable. Parce qu'il a aussi une durée de vie, quel qu'il soit. Consommation finale, non, il faut le traiter. C'est un produit qui est industriel. C'est une matière première, donc toutes les matières premières, en fait, toutes les matières premières, on les considère comme étant des produits industriels. 18e question, pardon. La politique de prix adoptée par Air Arabia est une politique. Alors, avant de répondre à cette question, j'ai reçu un email de la part d'une étudiante qui me pose la question. Monsieur, pour une compagnie aérienne, est-ce qu'elle doit adopter une politique d'écrémage, de pénétration ou bien de discrimination par le prix? Alors là, ça dépend du type de la compagnie aérienne. Vous avez deux types de compagnies aériennes. Vous avez les compagnies aériennes ordinaires, comme le cas de la Royal Air Maroc, par exemple, Air France, et toutes les autres compagnies aériennes que vous connaissez. Mais à côté, vous avez une autre compagnie aérienne qui sont dites low cost. Les compagnies aériennes low cost, comme Ryanair, comme Atlas Blue à l'époque, comme TUI, comme d'autres dont les prix des billets d'avion ne sont pas chers du tout. Ce sont des rentes. Air Arabia aussi en fait partie. Parce que Agadir, Tanger 300 dirhams, c'est pas cher du tout. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Donc c'est de low cost, qu'on appelle terrain de Teklufa al-Munkhafida en arabe, le concept en arabe. Low cost. Low cost. C'est un terme en anglais. Low, cost, le cost, c'est le coût. Low cost, d'accord, le coût bas. Transport aérien à un coût bas. Quelle est la politique de prix qu'il adopte? Alors, est-ce que c'est l'écrémage du marché? Non, c'est pas l'écrémage du marché. La Air Arabia ne fait pas d'écrémage du marché. Discrimination par le prix. Est-ce qu'il y a une discrimination? Ben non. Il n'y a pas de discrimination parce qu'il n'y a pas de business class à l'intérieur de cette compagnie aérienne. Pénétration du marché ou bien le prix captif. Alors là, normalement, si vous voulez être c'est-à-dire précis, on va dire que ce n'est pas de la pénétration du marché. C'est pas de la pénétration du marché. Ça peut être parfois, mais ça dépend de l'activité de l'entreprise. Parce qu'en fait, ici, on peut
dire que c'est de la pénétration du marché, comme on peut dire que c'est un prix captif. Mais si on analyse les choses, on analyse vraiment la chose, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en fait, si vous achetez un billet d'avion sur Air Arabia, qu'est-ce qu'on vous donne comme avantage? Ben aucun. Vous avez un billet, zéro option, comme on dit, hein, 300 dirhams par exemple, Casa Agadir, Tanger, si vous voulez. Vous n'avez pas de repas, il n'y a pas de boisson, rien du tout. Vous achetez tout sur place. Les bagages, vous avez un poids qui est limité. Une fois que vous le dépassez, vous commencez à payer. Pour le choix du siège, il faut payer encore plus. Si vous voulez s'asseoir devant l'avion, il faut payer plus. Si vous voulez avoir un siège à côté donc, de la fenêtre, il faut payer plus. Donc là, on est en train de parler d'un prix captif. On vous lance le prix, d'accord, qui est très 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 attirant. Et par la suite, si vous voulez avoir autre chose, il faudrait rajouter de l'argent. Et le billet qui était de 300 dirhams ou bien 250 dirhams va peut-être, c'est-à-dire atteindre 600, 700, 800, ça dépend c'est-à-dire des options que vous rajoutez à chaque fois lors de la réservation. Donc la réponse est D. La réponse est D, le prix captif. Alors le prix captif consiste à faire quoi? Vendre un produit à un prix élevé et ses accessoires à un prix élevé? Non, c'est pas ça. Vendre un produit à un prix bas et ses accessoires à un prix bas? Non, c'est pas ça. Vendre un produit à un prix bas et ses accessoires à un prix élevé? Oui, c'est la réponse. La réponse C. Vendre un produit à un prix de type 9,99, c'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Non, ce n'est pas ça. Donc la réponse, c'est la réponse C. La réponse C. Alors, ce qui nous reste, il nous reste à peu près 5 questions. Alors, un circuit de distribution long consiste. Vous avez des circuits de distribution long, court, extra court. Extra long, long, court, extra court. Alors, le long, grossiste, détaillant, consommateur final. Grossiste, semi-grossiste, détaillant, consommateur final. Grossiste, courtier, semi-grossiste, producteur, consommateur final. Alors, producteur, consommateur final, le choix D. Ça, c'est le extra court. Grossiste, courtier, semi-grossiste, ça n'existe pas. Grossiste, semi-grossiste, détaillant, consommateur final, ça c'est les extra longs. Et vous avez A, grossiste, détaillant, consommateur final, ça c'est le canal long. Donc la réponse est la réponse A. 21e question. L'entreprise Zara, que vous connaissez tous, c'est une entreprise espagnole qui fabrique ou bien qui offre le prêt-à-porter, le textile, adopte une stratégie de distribution. Exclusive, intensive, sélective, n'adopte aucune stratégie de distribution. Alors, commençons par éliminer les choses qui ne sont pas logiques. Est-ce qu'il n'adopte aucune stratégie de distribution? Non. Il a une distribution, il a une stratégie de distribution. Non, il ne vendra pas s'il n'a pas de stratégie de distribution. Donc, on élimine la réponse D. Alors, qu'est-ce qui reste? Sélective, intensive, exclusive. Alors, commençons par l'intensive. Est-ce que vous arrivez à trouver des vêtements Zara neufs dans Souq al-Had ou pas Souq Tlat ou d'autres endroits? Non. Si vous voulez les vêtements Zara, il faut se diriger vers la boutique Zara. Alors, si vous dirigez vers la boutique d'entreprise, donc là, le réseau de distribution, il est exclusif. Exclusif à l'entreprise. Il a son propre point de vente, comme McDonald's. McDonald's, c'est la distribution exclusive. Si vous voulez un hamburger McDo, il faut se diriger chez McDo. La banque, si vous voulez ouvrir un compte chez la banque Tijari ou BP ou BMCE ou BMCI, il faut se diriger vers l'agence de la banque. Vous ne pouvez pas l'ouvrir chez, c'est pas, une autre entreprise. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le réseau de distribution exclusif. Exclusif, d'accord. Exclusif, propre à l'entreprise. 22e question, le parcours du yaourt Jawda. Alors, un yaourt Jawda qui va parcourir c'est-à-dire le Maroc, depuis Taroudan jusqu'à Tanger, est appelé le réseau de distribution, le circuit de distribution, le canal de distribution, le canal long de distribution. Alors, on appelle le circuit de distribution, d'accord? Un circuit, à parcourir tout un circuit pour arriver depuis Kopag, ici, l'usine, à Taroudan jusqu'à Tanger. Très bien. Maintenant, on arrive vers le mini-cas. Alors, le mini-cas, on vous donne une situation d'un jeune ingénieur diplômé porteur de projet en phase de lancement. Demande votre aide afin de commercialiser son produit sous forme d'un smartphone
d'une qualité moyenne. Faites attention hein, aux mots-clés. Pour cela, il vous demande de répondre aux questions suivantes. Alors, je vais relire. C'est comme ça qu'on va travailler les mini-cas. Il faut lire 2 fois chaque fois, 3 fois, 4 fois parfois, et il faut souligner les mots-clés. Un jeune ingénieur diplômé, c'est quelqu'un qui vient c'est-à-dire d'être diplômé, fraîchement diplômé, porteur de projet, en phase de lancement. En phase de lancement. C'est-à-dire que son produit, il est en phase de lancement. Écoutez bien les informations, essayez de noter chaque chose. En phase de lancement, donc la phase cycle de vie de son produit, phase de lancement. En phase de lancement, demande votre aide afin de commercialiser son produit sous forme d'un smartphone d'une qualité moyenne. Donc ce jeune ingénieur, il a créé un smartphone d'une qualité moyenne. C'est pas comme l'iPhone. D'accord? Peut-être la qualité de, non, c'est pas, Oppo, peut-être, moyenne. Hein? Des smartphones vers 1000 dirhams, comme ça. Moyen, moyenne, qualité moyenne. Pour cela, il vous demande de répondre aux questions suivantes. Très bien. La troisième question. Alors, pour choisir un logo de marque à mon smartphone, je peux choisir. Alors normalement, un nom, un symbole, un dessin, une combinaison de ces éléments. Normalement, cette partie, je ne l'ai pas mis parce qu'il y avait une partie que j'avais enlevée pour vous faciliter la chose. Il parlait de la marque, le nom de marque, etc. C'est pas ce que je l'ai mis ou pas, je ne me rappelle pas pour vous. Mais en fait, pour choisir un logo de marque à son smartphone, qu'est-ce qu'il peut choisir? Alors, il peut choisir un nom, symbole, un dessin, comment pour faire ce logo, il peut choisir une combinaison de ces éléments. Peut-être un nom avec un symbole et un dessin, ça dépend des cas. Peut-être un nom, un symbole, et c'est à lui de choisir. Là, en fait, c'est à lui de choisir. Une combinaison de ces éléments, la réponse D. Alors, je ne sais pas sûr est-ce que j'ai mis cette partie dans les diapositives que je vous ai mis, ou pas parce que j'avais enlevé la partie qui parlait des stratégies de marque pour un peu alléger le contenu du cours. Très bien, laissons cette question de côté. 24e question. Quelle politique de prix doit choisir? Alors là, il vous demande quelle est la politique c'est-à-dire de prix qu'il va choisir. Est-ce qu'il va mettre écrémage car c'est un produit de grande qualité? Là, non. Et là, ils vous disent dans les données, un jeune ingénieur diplômé, porteur de projet en phase de lancement, demande votre aide pour commercialiser son produit sous forme d'un smartphone d'une qualité moyenne. Donc la qualité elle est moyenne, ce n'est pas un produit de grande qualité. Donc on ne peut pas faire l'écrémage. C'est pas comme c'est-à-dire un iPhone ou quelque chose comme ça. Non. Donc à éliminer la réponse A. Écrémage puis pénétration, car les coûts de lancement sont élevés. D'accord? On va maintenir, parce qu'en fait, lorsque vous dites écrémage puis pénétration, car les coûts de lancement sont élevés, oui, parce qu'on est dans la phase lancement. Donc, je vais maintenir B et voir les autres réponses. C'est précaptif pour attirer le maximum de clients. Les précaptifs, alors, s'il adopte le précaptif, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a des accessoires à vendre pour pouvoir récupérer de l'argent? Non, ça n'a pas été cité dans les données. Donc, à éliminer la réponse C. D. Pénétration du marché pour vendre le maximum d'unités. Alors, pénétration du marché pour vendre le maximum d'unités, là, il ne peut pas se permettre de faire une pénétration parce que les coûts de lancement pour lui en tant qu'apporteur de projet, ils sont très 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 lourds, et surtout pendant la phase de lancement. Donc, il est préférable pour ce monsieur d'opter pour la réponse B, donc le choix B. Écrémage, puis pénétration, car les coûts de lancement sont élevés. Alors, au départ, il va lancer son produit à un prix qui sera élevé par rapport aux autres produits de la même catégorie, des smartphones de qualité moyenne, et par la suite, à fur et à mesure qu'il commence à gagner c'est-à-dire de part de marché et vendre son produit, les clients vont connaître le produit, il va être connu sur le marché, les gens vont commencer à l'acheter pour pouvoir le tester, et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser les prix à fur et à mesure, comme Xiaomi, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, une entreprise chinoise qui vient de lancer Xiaomi, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Ils viennent de lancer donc aussi leur smartphone pour concurrencer un peu les marques qui existent sur le marché. Ils vont adopter la même chose. Ils vont élever, vendre à des prix qui sont élevés, augmenter les prix au départ. Par la suite, ils vont commencer à les baisser à fur et à mesure qu'ils commencent à vendre de plus en plus. C'est la loi des économies d'échelle.
Quelle stratégie, dernière question, quelle stratégie de distribution doit choisir? Alors, comment il va distribuer ce smartphone? Comment il va faire? Distribution intensive pour vendre le maximum d'unités. Distribution sélective afin de vendre mon produit dans des points de vente spécialisés. Distribution exclusive en créant mes propres magasins de vente. Vendre mes produits sur Internet. Alors là, il faut faire attention. Ça dépend bien sûr des moyens de ce monsieur. Alors, est-ce qu'il peut faire distribution exclusive? La réponse c'est en créant mes propres magasins de vente. Non, je ne pense pas qu'il a les moyens pour le faire dans la phase lancement. Pour un porteur de projet, un jeune diplômé, il ne peut pas ouvrir ses propres magasins parce que ça coûte énormément. Donc, à éliminer la réponse C. Alors, qu'est-ce qui reste? La réponse A, B et D. Distribution intensive pour vendre le maximum d'unités. Là, il peut avoir à ce recours. Il peut, d'accord? Mais s'il joue sur c'est-à-dire une renommée, faire ce qu'on appelle une réputation, une image de marque, ce choix-là ne sera pas vraiment bénéfique pour lui. C'est pas bénéfique de vendre votre produit partout. Si vous vendez votre produit partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas vraiment de bonne qualité. C'est comme le stylo, il est vendu partout. Non, c'est pas vraiment un produit, d'accord? Et là, pour le produit technologique, le vendre partout, c'est pas aussi bon. C'est pas bon. Ça dépend aussi c'est-à-dire des objectifs c'est-à-dire de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui reste? Distribution sélective afin de vendre mon produit dans des produits de vente spécialisés. Oui, je peux le vendre par exemple dans des produits, faire des contrats avec des grandes distributions, par exemple le vendre par exemple chez Electroplanète. À titre d'exemple, je donne un exemple. Pourquoi pas? D'accord? Comme ça, c'est spécialisé. Je vais le vendre uniquement chez Electroplanète avec un contrat, voilà. Et si vous voulez, vous allez trouver chez Electroplanète. À titre d'exemple, je peux le vendre aussi sur Internet. Rien ne me l'empêche de le faire au départ. Voilà, vous lancez la commande et je vous livre. Vous avez Amazon, vous avez pas mal donc de Alibaba, vous avez pas mal de sites chez lesquels, bien dans lesquels il peut vendre ce produit, bien sûr, signer un contrat avec ses distributeurs et voilà, faire acheminer son produit partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc, moi, mon avis, bon, ça reste vraiment mais si on réfléchit bien sur la chose, soit une distribution sélective, soit une vente sur Internet. Donc, la réponse B et la réponse D. D'accord? Je pense c'est les produits, pardon, les solutions les plus adaptées pour ce porteur donc de projet. Voilà, donc ce mini-can, en fait, il n'y a pas de réponse que vous allez tirer directement du cours parce que c'est pas de la, mais il fallait réfléchir, bien réfléchir par rapport à la situation. Donc voilà en ce qui concerne la correction de cet exemplaire d'examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie et bon courage et bonne chance pendant l'examen. Merci.